Bonsoir, c'est le direct, les dossiers de la rédaction, une émission spéciale ce soir réservée aux justes, ces personnes qui ont sauvé des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, avec Christian Vieira, bonsoir. Bonsoir Xavier. Et vous allez nous présenter nos invités ce soir. Alors justement, on revient sur le thème. Vous l'avez dit à l'instant, les justes, ce sont des personnes qui durant la Seconde Guerre mondiale ont sauvé des vies, à la fois par humanité et au péril de leur vie, vous l'avez dit. Alors ces juifs et qui ont échappé à l'oppression menée à leur rencontre durant la Deuxième Guerre mondiale. Et durant cette émission, nous allons suivre l'histoire d'une femme, vous l'avez dit à l'instant, elle était auboise, en 1933, elle était à Sainte-Savine, elle a s'intégré dans une famille de Sainte-Savine, de Bonnetier, et il s'agit de France Gier, que voici. Elle entame sa 97e année, et elle avait 29 ans au début du conflit. Alors, autre partie, nous allons comprendre pourquoi il est important d'entretenir cette mémoire. Et justement, c'est pour ça que nos invités sont là. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, Didier Serre, bonsoir. Vous êtes délégué régional du comité français Yad Vashem. À vos côtés, Christian Lambert, président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Bonsoir. Et enfin, un déporté de Buchenwald, au bois, monsieur Pierre Brision. Merci d'être là. Bonsoir. Alors, peut-être tout d'abord une définition à nouveau. Didier Serre, brièvement, qu'est-ce qu'un juste de la nation ? L'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décidé en 1963 de décerner cette médaille à toute personne non juive qui aura aidé un ou plusieurs, mais au moins un juif pendant la guerre, qui l'aura sauvé et qui l'aura sauvé de façon désintéressée. Alors, vous faites partie de Yad Vashem. Est-ce qu'on peut comprendre quel est le sens de ce terme et ensuite le rôle ? Le prophète, si on prend les écrits bibliques, on est dans la ville d'un grand penseur, Rachid de Troyes. Si on prend la traduction littérale du mot Yad Vashem, Yad veut dire dans ma maison, et Vashem, un nom. Donc je te donnerai une place dans ma maison et je conserverai ton nom. Voilà la traduction, le sens littéral. L'Institut Yad Vashem a été créé 10 ans avant la date à laquelle on a commencé à décerner les médailles. Elie Wiesel résume très bien en ce qu'a été au départ Yad Vashem. Depuis, on en parlera tout à l'heure, ça a évolué. Pour lui, c'était le cœur et l'âme de la mémoire du peuple juif. Nous y reviendrons effectivement plus en détail. Alors il y a un événement qui est très récent, c'était le 18 janvier. Le 18 janvier, la nation française a rendu hommage à ses justes. Jacques Chirac a inauguré une inscription en leur honneur. Il s'agissait de lieu choisi hautement symbolique, puisqu'il s'agit de la crypte du Panthéon à Paris. Cette plaque figure donc aux côtés de René Cassin, le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aussi de Jean Moulin, l'exemple même de ces hauts fonctionnaires qui, malgré l'occupation, ont dit non. Alors le texte de la plaque en l'honneur des justes est le suivant. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France, dans les années d'occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations ou restés anonymes, des femmes et des hommes de toute origine et de toute condition ont sauvé des juifs, des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Et je propose justement d'entendre tout simplement la voix d'une de ces justes, elle est auboise, elle se nomme France Gier, et je propose de revenir sur les actes qui font qu'aujourd'hui elle est devenue une juste. Le 18 janvier, la nation a rendu hommage à mademoiselle France Gier. Une inscription à l'honneur des justes a été inaugurée dans la crypte du Panthéon. Durant la Deuxième Guerre mondiale, France a sauvé 4 membres d'une famille de Sainte-Savine. Juifs, ils ont pu échapper grâce à elle à l'extermination. Je me sens très honorée de ce qui a été fait pour moi. Je ne dirais pas que je suis fière, je suis contente. J'ai infiniment d'affection pour
pour eux. Une affection qui alimente son courage au risque d'être déportée. En 1933, France est rentrée comme gouvernante dans une famille de bonnetiers saviniens. Lorsque la guerre éclate, elle les suit lors de l'exode, procure des faux papiers, au risque de sa vie garde contact avec l'un des enfants déportés à Drancy. Elle nourrit et protège les autres membres de la famille jusqu'à la libération. On savait très bien ce qui les attendait, il n'y avait pas de question d'avoir peur. On n'est pas résistant si on a peur, et puis, non. Depuis, son nom figure également à Jérusalem, sur l'allée des Justes parmi les nations. Lors de la guerre, René Cohen avait 10 ans. Aujourd'hui, il soutient cette demoiselle de 96 ans. Son affection pour elle, qui l'a protégée, continue. Il y a des gens qui ont risqué leur vie, qui ont souffert pour autrui. Et c'est vrai que cette femme, aujourd'hui encore, est un modèle, est un conseil pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Donc ça n'a plus rien à voir avec la reconnaissance. La reconnaissance, pour nous, vis-à-vis de France, c'est presque secondaire. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie du cœur. Ça ne s'explique pas, ça. C'est important pour nous et c'est important pour mes petits-enfants de savoir que France est là et que pour nous, c'est un monument. France Gier fait partie des 14 justes au bois qui ont aidé ou sauvé des Juifs au péril de leur vie. Alors il faut savoir qu'au 1er janvier 2006, 2646 justes ont été reconnus en France et par le monde, ils sont au nombre de 21 308. Alors justement, Didier Serre, comment faites-vous pour nommer le titre de juste, pour le délivrer? Comment ça se passe? Il y a un témoignage, il doit y avoir un témoignage de 2 personnes au moins qui peuvent attester de l'action du juste. Donc ce témoignage est expertisé par une commission de sages à Yad Vashem, si vérifier, contrôler, s'il est dire, s'il y a, bon, il y a eu des erreurs d'homonymes qui ont pu se passer sur les 40 années de remise de médailles, mais il faut que 2 personnes puissent attester réellement de ce qui s'est passé et du sauvetage. Mais en fait, tout de même, là, on voit quelques images de la remise de diplôme à France Gier. C'était le 12 janvier 1999. Il y a une loi qui date de 2002 qui instaure une journée de mémoire au juste le 16 juillet en France. Tout cela semble bien tardif tout de même. Par chance, je n'ai pas vécu la guerre. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent à la fin de leur vie pensent, ils ont fait leur vie, ils ont réussi au fil des années ils avaient des soucis de s'établir, et à la fin de leur vie, comme on parle de plus en plus des justes, et c'est une excellente chose, ils pensent pour certains seulement à la fin de leur vie à remercier et à penser à la personne qui leur a sauvé la vie. Même si c'est pas de l'ingratitude, parce que pendant toutes ces années, de très nombreuses personnes, enfants qui ont été sauvés, continuent à rencontrer et à fréquenter les gens qui les ont sauvés, mais ne pensent, pour plein de raisons diverses, qu'à les honorer peut-être un peu tard. Et justement, mais c'est pas trop tard. Vous allez prochainement remettre la médaille que l'on voit là, qui est remise aux justes. Alors, je voudrais qu'on a dit tout à l'heure que les justes ont sauvé la vie des Juifs. Eh bien, racontons l'histoire à présent de France Gier, qui, donc, à 1933, rejoint une famille de bonnetiers à Sainte-Savine. Dès le début de la guerre, ils y vont en zone libre. Par la suite, ils sont obligés, la zone libre est occupée par les Allemands, de se réfugier à Nice. Ils font des allées et venues en train entre Nice et Perpignan. Et malheureusement, il y a une rafle. Et je vous laisse découvrir la suite de l'histoire. Lors d'un déplacement en train, Guy Cohen délivre sa pièce d'identité aux soldats allemands. La mention « Juif » y figure. Guy est déporté à Drancy. France Gier, qui l'accompagnait, le rejoindra grâce à des correspondances secrètes. Alors à ce moment-là, on disait qu'il y avait des Allemands qui faisaient sortir de tous ces gens-là, de toute cette racaille de gens, et qui faisaient sortir les Juifs moyennant de l'argent. Alors moi, je voulais justement m'aboucher avec un de ces types-là pour pouvoir faire sortir Guy.
pour le reconnaître à travers les fenêtres, tout ça, j'ai bien été plus de 3 semaines avant de le reconnaître à une fenêtre. France annonce alors la bonne nouvelle à ses parents, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Je payais chez une femme qui nous laissait son sous-sol à la disposition pour qu'on puisse communiquer de très loin. On mettait une serviette autour de sa main, puis on faisait les lettres. On formait des lettres comme ça pour savoir s'ils avaient reçu l'argent qu'on avait essayé de leur faire passer. Un jour, France reconnaît le visage de Guy dans un autobus qui le mène à la gare. C'était des trains de marchandises où ils mettaient des juifs. Et il y avait plein d'ouvriers qui passaient en bicyclette et qui disaient « Vous n'en faites pas, les gars, on les aura, malgré qu'il y avait des Allemands qui étaient là. » Et puis ils nous tiraient dessus pas pour nous tuer, mais pour nous éloigner, voyez-vous. Guy est mort dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Il est mort. Alors Christian Lambart, vous êtes donc le président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Ça sert à quoi justement de rappeler tout cela? Vaste question, évidemment. On pourrait peut-être répondre en partant du présent. Il n'y a pas si longtemps que ça, en Iran, il y a eu un colloque sur le négationnisme. On entend tous les jours à la télévision une forme de mal, des extrémismes qui réapparaissent. Il me semble que l'actualité souvent parle d'elle-même, violence, banalisation du mal et toutes ces horreurs que l'on peut admettre. Je crois que la mémoire, c'est avant tout un acte de civisme. On parle parfois de mémoire citoyenne. Il me semble qu'il est nécessaire de rappeler aux jeunes, souvent, aux moins jeunes aussi, qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, pas acceptables. On est tous différents, on a tous des idées multiples, mais on a le droit de se respecter et on a le droit aussi, on doit surtout, je crois, respecter des valeurs communes. Or, la Seconde Guerre mondiale, et notamment le génocide nazi, a nié toutes les valeurs de l'humanité que l'Europe avait construit depuis, on va dire, la Révolution de 1789, depuis même la philosophie des Lumières. Et ceci avec une ampleur sans commune mesure avec ce qui s'était passé avant. Alors, Didier Serre, finalement, Yad Vashem, pour rendre hommage et surtout perpétuer la mémoire de ceux qui ont un geste humain, quelles sont les actions que vous avez menées concrètement? Yad Vashem Jérusalem, depuis sa création, où il n'y avait au départ qu'un seul musée pour rappeler la mémoire de l'ensemble de la Shoah, de la mémoire des 6 millions de déportés, mais la mémoire des villages entiers détruits, de toutes les communautés disparues, progressivement est devenu le centre mondial de l'éducation de la Shoah. Aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a le plus de documents sur la Shoah réunis. C'est l'endroit où il y a des professeurs qui viennent se former pour justement enseigner la Shoah. Et depuis 2005, il y a un nouveau musée qui a ouvert ses portes. Je peux le montrer d'ailleurs. Je vous en prie. Cette espèce de longue cicatrice qui symbolise la cicatrice du passé s'ouvre sur des nouveaux quartiers de Jérusalem et s'ouvre à l'espoir. Ce nouveau musée présente plus présente plus que le précédent musée les hommes et ce qu'il y a derrière. On montre la vie c'est à l'intérieur du musée que vous montrez. Il s'agit de la vie dans des petits villages, dans des villes reconstituées de cette époque-là, et on remontre un certain nombre de communautés disparues. Et je crois qu'il y a aussi un travail de recensement et un travail aussi effectué avec Radio France. Alors, il s'agit de deux choses. Pour terminer sur le recensement, le plus gros travail aujourd'hui de Jérusalem, et de Yad Vashem à Jérusalem, ce à quoi on ne pense pas systématiquement, c'est que sur les 6 millions de morts, nous n'avons que
3 millions de noms. Donc aujourd'hui, dans la signification Yad Vashem, il y avait Yad, le musée, l'implantation et l'ensemble de ce qui se passe sur le site de Jérusalem, mais il y a aussi le nom. Il faut vraiment que les gens qui ont été déportés, où que ce soit dans le monde, n'hésitent pas à envoyer, à remplir des feuilles de nom des gens de leur famille qui ont pu disparaître. Aujourd'hui, sur notre base de données, il y a les 3 millions de noms que nous avons réussi à recenser. Malheureusement, nous n'en avons aujourd'hui que 3 millions sur les 6 millions. Et il est urgent de continuer à les remplir compte tenu de l'âge des gens qui sont rescapés. Alors, www.yadvashem.org pour la liste des noms recensés pour l'instant. Alors, on va revenir sur l'histoire de Franz Gier. On l'a vu pour Guy, l'un des fils de la famille. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il a été déporté, exterminé en quelque sorte. Et la guerre continue. Et donc, elle est retournée du côté de Nice pour protéger cette fois-ci les autres membres de la famille, le couple et les deux enfants restants. Et je vous propose de retrouver et d'écouter son récit. Tous les juifs français également, étaient tenus de passer à la préfecture et avaient un tampon juif sur leur passeport, sur leur carte d'identité ou sur leur papier. Il y avait quand même l'ambiance de ces juifs qui étaient traqués, qui étaient inquiets, qui étaient angoissés. Et France, nous sentant angoissés et sentant que la position que nous avions en tant que juifs devenait délicate. Et à ce moment-là, elle n'a pas voulu nous quitter, elle est restée avec nous. C'était son tempérament, elle avait du courage et elle ne voulait pas laisser des gens dans l'angoisse. Il y a des gens qui ont sacrifié leur quiétude, qui ont sacrifié leur possibilité de se faire une vie presque normale pour d'autres personnes qui étaient en difficulté. Donc, elle s'est occupée à faire rentrer ma sœur dans un couvent à Entrevaux. Elle l'a présentée, elle a amené ma sœur là-bas, elle a expliqué aux religieuses la situation et les religieuses ont accepté de prendre ma sœur dans leur couvent. Pour moi, elle s'est occupée à voir ce que je pourrais devenir. Je suis parti dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI à l'époque. Donc moi, j'étais casé dans les FFI, si je peux dire, et il y avait mes parents. Alors, mes parents qui étaient dans un petit village à Rigaud, ce village qui était avant sous domination italienne, évidemment a été occupé par les Allemands, donc elle s'est occupée de leur trouver un vieil hangar perdu dans la campagne où ils étaient complètement isolés. Mais il fallait leur amener de la nourriture. Et chaque 2 jours, France s'occupait à prendre la nourriture, à voir la nourriture qu'elle pouvait trouver pour amener ça à mes parents qui étaient cachés. Mes parents avaient évidemment un certain âge déjà à l'époque et étaient complètement démoralisés. Donc France les a entretenus franchement jour par jour pour les nourrir et pour savoir ce qu'ils devenaient. France a aujourd'hui donc le titre de Juste. Alors Didier Serre, il faut peut-être rappeler quels sont les risques, et peut-être en manière brève, les risques encourus par ceux qui à l'époque ont eu ce geste humain. Ils étaient taxés d'amis des Juifs et ils étaient à ce titre-là envoyés, ils pouvaient avoir le risque d'être envoyés en prison, mais d'être également envoyés dans les camps de concentration, au même titre que des résistants, au même titre que d'autres, avec le risque de mourir, et bon nombre d'entre eux ne sont pas revenus des camps de concentration. Les camps de concentration, parlons-en. Dans l'Aube, 192 déportés juifs, 6 seulement sont revenus. 374 déportés de répression, c'est-à-dire politiques ou résistants, et 163 sont décédés dans les camps. En tout, il y a eu 570 déportés dans l'Aube. Alors, Christian Lambert, quelles étaient les persécutions menées à l'encontre des Juifs par les nazis, ou bien par le gouvernement de Vichy également? Alors, dès le début,
dès 1940, le gouvernement de Vichy déjà exclut sur le plan économique l'ensemble des juifs propriétaires. C'est ce qu'on appelle l'arianisation des biens juifs, qui sont donc transférés à des entreprises françaises ou réputées ariennes. Ensuite, il y a enfermement. Alors, il y a plusieurs centres d'enfermement à Troyes, rue Diderot, l'école Jules Ferry, la prison, évidemment, et l'hôpital pendant un certain temps. De là, alors, c'est vrai que dans un premier temps, la surveillance est assez souple, on va dire, puisque ce sont des gendarmes français qui la font. Et certains vont pouvoir se promener dans la rue, aller travailler, vivre, gagner leur journée. Mais la plupart de ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait se sauver ont été déportés. Et donc les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer une profession libérale, de nombreux droits. Là, on est dans un autre registre, puisque progressivement, les Juifs sont exclus de la société tout court, comme en Allemagne. C'est ce qu'on appelle la mort économique, la mort sociale. Et après, dans un dernier temps, il y a la déportation. Alors, la question mériterait plus de temps, en tout cas la réponse surtout, mais Pierre Brision, vous étiez déporté à Buchenwald, votre quotidien là-bas, vous y avez passé 2 ans, ça ressemblait à quoi en quelques mots? Eh bien, nous n'étions plus des déportés là-bas. Comme les SS nous appelaient, nous ne faisions pas partie de la race supérieure, la race des supérieurs, donc, et nous étions considérés comme des Stück, c'est-à-dire des pièces. On avait un triangle et un numéro matricule, et c'était pour cet as-là qu'on dépendait maintenant en Allemagne. Et il fallait connaître son numéro matricule par cœur, parce que nous n'avions plus de nom, de prénom. Il fallait connaître son matricule par cœur et répondre à ce numéro matricule. Alors justement, les justes ont permis à certains juifs, notamment d'échapper à cela. Et donc je propose de découvrir un autre témoignage d'un autre juste, d'une famille de justes, et vous allez voir les risques qu'ils ont pris. À Paris, sur le mur des justes, sont gravés les noms des justes de France qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, parfois au péril de leur vie. La maison de Jean-François et Henriette Labro servit de lieu de transit à de nombreux juifs durant la guerre. Je me souviens qu'il y a une dame qui s'appelait Dora, une jeune femme, Dora, je ne sais pas quel est son nom de famille, je sais que depuis elle s'est mariée, elle s'appelait Dora Wasserloff, qui était devenue presque comme une demi-sœur pour ma mère et qui nous aidait dans tous les travaux de la maison et qui a été, entre guillemets, la bonne, fermez les guillemets, face aux Allemands et qu'on a dissimulé même pendant que les Allemands ont réquisitionné la villa, parce qu'on va en arriver très vite à ce qui était absolument romanesque et invraisemblable, c'est qu'on cachait le couple de juifs, les couples, pas beaucoup, parce qu'il fallait pas procéder par petites doses, si j'ose dire, à la cave de cette villa. Au rez-de-chaussée, nous vivions avec mon père, ma mère et les 4 garçons dans la même pièce. Et au premier étage, il y avait une très belle chambre, une très belle vue sur le Tarn-et-Garonne, qui avait été réquisitionnée par le général allemand commandant la garnison de Montauban. Par conséquent, dans la même maison, il y avait le bourreau et la victime. Moi, j'ai le souvenir, effectivement, d'une visite un jour de 2 Français collabos, ayant vaguement appris qu'il se passait peut-être quelque chose dans cette maison, et je vois mon père et ma mère s'opposer physiquement à eux, dans le chemin qui menait à la maison. Il n'était pas question de traverser cette muraille humaine. Voilà. Tout ça, ça s'appelle aujourd'hui devoir de mémoire. J'appellerais tout simplement ça l'exemple. Et un exemple, ça se perpétue, c'est un relais qu'on passe. En 2000, Yad Vashem a décerné à Jean-François et Henriette Labro le titre de Juste des Nations. Alors, il s'agissait d'un extrait d'un documentaire réalisé par Nicolas Rybowski. L'intégralité de ce documentaire de 52 minutes sera diffusée ce dimanche à 21h10 sur notre antenne. Vous avez peut-être une remarque, Didier Serre? C'est très bien d'avoir pu voir ce mur des Justes. Ce mur des Justes a été inauguré en 2006, donc quelques semaines avant l'hommage rendu au Panthéon. Je trouve que c'est jamais trop tard, parce que il faut toujours se souvenir que la France est le pays d'Europe où le plus de Juifs ont été sauvés. Il n'y a, je ne veux pas dire il n'y a que,
mais il y a un quart de juifs qui ont, sur les 200 000, plus de 200 000 juifs de la France de cette époque, il n'y a que 80 000 qui ont été déportés. Donc c'est le pays où il y a eu le plus de juifs sauvés grâce au Juste. Et nous allons parler d'une pièce spéciale qui... Et justement consacrée au Juste. Alors elle aura lieu ce jeudi 22 février à 20h30 au Théâtre de la Madeleine. Elle s'intitule « Une toute petite histoire ». Alors nos invités ils sont toujours présents. Tout d'abord Didier Serre, vous êtes délégué régional du comité Yad Vashem qui reconnaît les Justes, qui reconnaît les Justes en quelque sorte. À vos côtés, Christian Lambert, vous êtes président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et vous êtes l'initiateur de ce spectacle. Et enfin à vos côtés, un déporté de Buchenwald, monsieur Pierre Brision. Alors revenons à la pièce. Cette pièce de théâtre jeudi 22 février à 20h30. On pourra voir quoi finalement? C'est quoi l'histoire? Alors, une toute petite histoire est tirée d'un ouvrage de Francine Christophe. Donc, Francine Christophe était une ancienne déportée de Bergen-Belsen, qui a écrit plusieurs ouvrages à sa rentrée, qui fait des ouvrages de qualité, qui a travaillé beaucoup pour les centres de documentation pédagogique sur l'ensemble du territoire français. Et elle a raconté, donc c'est une fiction inspirée de faits réels. Elle a raconté l'histoire d'une jeune femme juive qui vivait une vie tout à fait heureuse. Elle se considérait comme heureuse et elle travaillait, comme elle le disait elle-même, chez des maîtres juifs. Puis la guerre est arrivée. Elle n'a pas voulu suivre ses maîtres aux États-Unis. Elle est restée en France et elle a découvert, c'est plus ou moins ce que veut faire comprendre Francine Christophe, elle a découvert ce qu'était qu'être juive dans un État qui était raciste. Et elle se réfugie chez un curé qui accessoirement fait de la résistance, mais on ne le voit pas dans la pièce. Et il la protège, donc cet homme a le profil d'un juste, effectivement, puisqu'il protège cette bonne qui travaille chez lui. Et l'ensemble de la pièce, qui dure 1 heure à peu près, et relate en fait l'histoire de cette bonne qui raconte sa vie avec ses mots à elle. Et en toile de fond, eh bien, évidemment, il y a la guerre, il y a le racisme, il y a la violence, il y a la haine. Alors ce spectacle théâtral, est-ce que c'est un exemple des actions que vous menez tout au long de l'année? Tout à fait. Nous passons notre temps en fait à essayer de promouvoir l'art comme vecteur de mémoire. Alors il n'y a pas que ça. En fait, ça dépend souvent surtout des partenaires que nous avons. Donc la FMD de l'Aube a plusieurs partenaires. Alors on a 2 municipalités, donc Pont-Sainte-Marie, Buchères. On a plusieurs comités d'entreprise, collèges et lycées. Donc on a le collège Pitot par exemple, le lycée Camille Claudel. Donc en fonction des partenaires et de l'aide qu'ils peuvent nous fournir, nous avons évidemment des moyens et nous pouvons produire cette pièce. Alors cette pièce appartient aussi, elle n'appartient pas à la FMD à l'origine, elle appartient à la FNDRP, qui est donc l'association des anciens déportés, dont Fédération nationale des anciens déportés. Voilà. Merci pour Résistants et patriotes. Alors elle a été produite par le Théâtre de l'Utopie et c'est la FNDRP qui a financé donc le projet. Et donc la FMD est tout à fait habilitée évidemment à le produire. Et comme nous avons eu des subventions donc, de la municipalité de Troyes, du conseiller général, et puis il nous restait un reliquat d'une action l'an dernier qui avait été menée avec le comité d'entreprise EDF, et bien nous avons pu produire cette pièce en partenariat avec le Théâtre de la Madeleine qui s'investit également dans l'opération. Alors vous parlez le plus souvent de déportation, là vous avez choisi les Justes et je vous soupçonne parce qu'apparemment vous connaissez une Juste au Bois, il s'agit de Ruth Schwartz, Jeannette, et elle est aujourd'hui décédée malheureusement, mais peut-être c'est son histoire qui vous a fait demander de monter peut-être une pièce juste, en tout cas sur les Justes, en tout cas de la présenter. Quelle est son histoire d'abord? Pas exactement. Jeanne Rotz, j'ai appris l'existence de Jeanne Rotz par mon voisin Yvon Gramont. J'habite à Saint-Parot-Tertre. Et Jeanne Rotz était donc une petite infirmière bénévole, ancienne bonnetière, qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, donc s'était engagée dans la Croix-Rouge pour soigner les soldats français blessés. Et elle faisait son travail avec beaucoup d'humanité. Les militaires l'appelaient Madame Jeanne. Et il y avait quelque chose d'affectif dans ce nom. Puis, parmi ces militaires blessés, il y avait un
un soldat juif autrichien qui s'était engagé dans l'armée française en 1940, qui était blessé et qui évidemment était menacé par les nazis, puisque l'armée française était en pleine déroute et les Allemands arrivaient. Et elle a, réussi à obtenir son transfert au Val-de-Grâce, à le cacher, donc elle a maquillé les papiers en quelque sorte pour pouvoir obtenir la libération de cet homme, qui deviendra par la suite son mari. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle se retrouve à Paris, elle réside à Paris, et elle a pris cette habitude de fabriquer des faux papiers, et elle sauve les cousines de son mari, et puis plusieurs familles juives qui lui sont redevables. Elle a même réussi à obtenir des papiers pour le grand rabbin de Vienne, qui était caché à Paris, donc il a pu se sauver grâce à elle. Donc c'est peut-être encore un exemple comme quoi les justes méritent bien une pièce de théâtre pour remémorer leur Tout à fait. Donc, mais alors, vous parlez de cela, de ce comportement remarquable, et à côté de ça, dans l'actualité, on voit tout de même le négationnisme qui est toujours présent. Quel est c'est justement pour faire face à cela? À titre personnel, c'est un profond dégoût déjà de voir toutes ces actions. Mais non, c'est pas l'actualité récente qui nous fait agir, parce que nous sommes plusieurs. Nous sommes une association, un bureau extrêmement dynamique on travaille ensemble. Il y a un esprit d'équipe quand même. Et non, ce qui nous fait agir, c'est vraiment la volonté de maintenir la mémoire, de donner à cette mémoire un sens citoyen, et puis de rappeler. Bon, Pierre souvent évoque la souffrance qu'il a vécue, l'attitude que les nazis avaient. Donc il ne faut pas oublier. Je crois qu'il est nécessaire de le dire, de le redire, et puis de le redire encore. Je crois que c'est important, et ça me semble de plus en plus urgent, justement. Didier Serre, même question sur le négationnisme. Vous avez le sentiment qu'il est toujours présent, qu'il diminue, qu'il augmente, et comment se comporter face à cela? Est-ce qu'une pièce suffit? Je pense que la pièce est là pour honorer les justes. Vous parlez du négationnisme. En France, il y a des lois pour lutter contre le négationnisme. Il y en a quasiment plus de négationnisme en France, officiellement en tout cas, grâce à cette loi. Fin 2006, il y a encore eu un procès gagné contre un site américain. Donc grâce à cette loi, on arrive également à faire interdire les sites internet en France qui pourraient être négationnistes. Finalement, je crois que l'absurdité de ce qui s'est passé en Iran n'a échappé à personne. Donc je ne pense pas que ce soit une remontée du négationnisme. Alors revenons quand même à la pièce, vu que c'est le cœur du sujet. La mise en scène est très particulière, vous l'avez dit à l'instant, une seule personne, mais elle fait quoi? Donc elle raconte une histoire, il y a une voix off, comment ça se déroule? Elle raconte son histoire. Alors avec des mots simples, des mots à elle, et elle raconte sa vie, ses états d'âme, elle donne parfois son avis sur l'actualité, puisque elle perçoit en fait le monde extérieur avec ses yeux de bonne qui vit dans un univers fermé. À l'origine même, elle le dit elle-même, lorsqu'on parle de la montée du nazisme, c'est Monsieur Hitler, et Monsieur Hitler pour elle n'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui apparaît dans les actualités, c'est quelqu'un qui parle, qui veut remettre de l'ordre. Je ne voudrais pas faire ici de politique, mais c'est un petit peu cette idée-là, c'est comme ça qu'elle perçoit l'actualité avec ses mots, et puis finalement après elle voit ses maîtres partir, elle voit la violence entrer dans le quotidien, et elle raconte. Alors il y aura justement, cette histoire sera racontée aussi, je crois, 14h30 pour des scolaires. Alors voilà, il y a deux, on a proposé également un module pour les scolaires, donc à 14h30, donc le théâtre est plein, donc ce n'est plus la peine de s'inscrire pour les scolaires. Donc l'auteur va venir, et donc la pièce aura lieu donc pour les jeunes, et après l'auteur viendra sur scène et répondra aux questions, ou alors interviendra elle-même pour raconter sa propre vision de sa pièce, la façon dont elle a vu. Voilà. Et après, à 20h30, j'espère que tout le monde viendra nombreux au Théâtre de la Madeleine. Et on peut se procurer les places rue de Clémenceau à la boutique La Garrigue. Voilà. Voilà, juste une dernière question. Vous parliez de mémoire, et en préparant cette émission, Christian me disait qu'il y a même des élèves qui oublient qui est Hitler. Vous, votre sentiment vis-à-vis de Alors, moi, j'ai jamais rencontré encore ce cas de figure d'élèves qui oublient Hitler. Alors peut-être. Alors il faut quand même voir qu'en France, le système scolaire est, malgré tout ce qu'on peut dire, assez bien fait. Il y a des programmes. Les jeunes en troisième étudient la Seconde Guerre mondiale. Ils l'étudient en fin de première.
Ils ont la possibilité de faire le concours national de la résistance et de la déportation. Il y a une actualité, et puis il y a d'autres façons d'en parler, en éducation civique par exemple. Non, je ne pense pas. Il y a peut-être des quartiers, il y a peut-être des oublis, il y a peut-être des confusions. On se trompe parfois sur les mots. On parle peut-être, on confond peut-être Shoah, déportation. Ça arrive, il y a des confusions, mais les enseignants en général rétablissent. Les associations aussi veillent à ce que les mots soient utilisés, et puis les choses se font normalement, je veux dire. Eh bien, merci en tout cas d'être venu ce soir. On rappelle la pièce. Une toute petite histoire, ce sera le 22 février prochain au Théâtre de la Madeleine à Troyes. Une pièce de théâtre donc pour ce devoir de mémoire qui est très important. Merci à nos invités et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Rendez-vous surtout dimanche prochain pour une émission spéciale sur les Justes. Merci, au revoir.